Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouveau podcast, un nouvel épisode du podcast de Nakan. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison régulière où pour le coup nous avons un invité et nous allons pouvoir parler de préparation physique, de préparation mentale, de tout ce qui nous a un petit peu dérangé dans le courant de cette année 2020. Alors pour cet épisode, eh bien, comme d'habitude, je suis accompagné de Greg. Salut Greg. Salut Armano, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, comme un jour où on enregistre un épisode de podcast. Moi, ça me réjouit toujours. Ouais, bah écoute, moi aussi, et puis surtout qu'on a un invité que les auditeurs du podcast connaissent déjà, hein, s'ils ont été assidus dans cette deuxième saison, parce qu'il est déjà intervenu dans un des épisodes hors série qu'on a enregistré par rapport à notre préparation Ironman qui s'est soldée par un misérable échec à cause de cette année si particulière liée au Covid. Hein. La compétition a été annulée. Et puis, la thématique du jour n'est pas très, très différente. On va revenir sur cette année 2020, sur cette saison sportive qui a tourné au fiasco pour une grande partie des athlètes à cause de cette pandémie. Et puis, cet invité, c'est Marc Muezza, donc préparateur mental, coach mental, et qui va nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé dans notre motivation dans le sport dans cette saison 2020. Salut Greg, salut Hermano et bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À nouveau, effectivement, comme l'a dit Greg, alors pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, tu es déjà passé dans l'épisode 8 de la saison 2 qu'on peut retrouver sur podcast.nakan.ch/28 puisque c'était le 28e épisode de notre podcast. Est-ce que depuis, les choses ont un peu changé? Il me semble, hein, parce que quand on a enregistré notre épisode, on était au tout début du premier confinement. On avait encore espoir que effectivement l'Ironman de Greg soit maintenu et se passe bien. De manière générale, de manière globale, est-ce que toi, dans les athlètes que tu suis, tu as vu une différence dans le comportement sur l'année 2020 et puis peut-être une dégradation au niveau mental? Alors, par rapport à la situation que l'on avait dans le premier épisode qu'on a tourné ensemble, oui, forcément, parce qu'on était dans une situation où on découvrait un peu, on était dans le premier confinement, les gens ne savaient pas trop où on allait, il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur est-ce que les compétitions seront maintenues, est-ce que très rapidement on va pouvoir retourner faire du sport en extérieur, s'entraîner en groupe. Là aujourd'hui, je pense que ces questions par rapport aux compétitions, on a eu nos réponses. On a vu la plupart des compétitions être annulées et être reportées à 2021 voire 2022. Donc des évolutions par rapport aux sportifs, oui, il y en a eu beaucoup parce que la plupart, en tout cas, des sportifs qui sont suivis par un préparateur mental et qui donc poussent un peu vont chercher la perfection dans leur sport, ont revu leurs objectifs, ont cherché à mettre en place des moyens pour ne plus subir la crise, mais pour essayer de la dominer et rester en forme pour revenir à leur meilleur niveau lorsque les choses s'arrangeront. Effectivement, et peut-être un point de précision, les athlètes que tu suis, que tu coaches, d'un point de vue coaching mental, est-ce que c'est des athlètes amateurs? Est-ce que c'est des athlètes plutôt confirmés? Est-ce que ce sont des athlètes professionnels? Alors, ce sont plutôt des athlètes. Alors, il y a de tout en fait. Il y a des athlètes amateurs et des athlètes confirmés. Mais disons que les athlètes amateurs, ce sont quand même des athlètes amateurs, mais qui s'investissent dans leur sport, qui font des compétitions au niveau départemental, régional, et qui ont envie de performer. On n'est pas sur l'athlète amateur qui a simplement envie de faire un footing le dimanche avec ses amis. On est plus sur des gens qui font de la compétition et qui vraiment ont envie de s'investir dans le sport et de performer. Ouais, parce que effectivement déjà quand on s'attache les services d'un préparateur mental, j'imagine que effectivement c'est pas le entre guillemets coureur du dimanche. Alors coureur du dimanche, non. Disons que c'est quelqu'un qui est passionné dans son sport, qui est passionné en fait dans la connaissance de lui-même et qui a envie d'optimiser tous les aspects de son sport. Souvent, les gens que je reçois en préparation mentale, ce sont des gens qui avant ont déjà optimisé leur récupération, qui ont déjà optimisé leur alimentation et qui ont vraiment envie de mettre à profit tous les facteurs possibles. Ok.
Peut-être avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, pour revenir à toi, donc tu nous as dit coach mental, préparateur mental, est-ce que ta pratique pendant l'année 2020, donc ta pratique en tant que coach mental, pas ta pratique en tant que sportif, a évolué elle aussi dû à ce Covid, dû à cette crise sanitaire? Alors, au niveau de la préparation mentale, elle n'a pas beaucoup évolué. Disons elle a stagné. J'ai continué à suivre les sportifs que j'avais. On a un peu espacé les séances, mais j'ai continué à suivre les sportifs que j'avais. Je suis également coach de vie, donc je fais du coaching, de vie, du coaching personnel. Et là, par contre, ça a beaucoup évolué. Il y a énormément de gens qui ont profité de la crise pour remettre en question leur vie professionnelle, pour remettre en question leur vie personnelle. Et là, oui, il y a eu de gros changements. Bon, peut-être que je t'appellerai un de ces quatre, parce que moi, je suis en phase justement de changement de tout ça. Ça marche. Bon, c'était clairement une année qui a forcé un certain changement et puis qui probablement aussi a amené des réflexions personnelles pour changer certains comportements. La plupart des gens ont quand même plutôt subi un changement forcé. Alors, c'était par des mesures sanitaires qui ont varié en fonction des périodes et des pays, par rapport aussi à des restrictions qu'on a pu vivre. Hein. On en parlait en off, tous les sportifs n'ont pas été touchés de la même manière en fonction de la discipline qu'ils pratiquaient. Mais pour parler un tout petit peu de l'impact de cette pandémie sur la pratique des sportifs d'endurance, aujourd'hui, on va s'appuyer sur quelques chiffres au fur et à mesure de notre discussion qui ont été publiés par Strava dans une étude qui a été réalisée en collaboration avec l'université de Stanford qui traite des athlètes professionnels, donc des sportifs d'endurance professionnels. Ils ont cumulé pas mal de chiffres. On sait que Strava, hein, sur leur plateforme, ils ont la possibilité d'agréger de grandes quantités de données par rapport aux sportifs, puisqu'ils ont une des plus grandes communautés de sportifs connectés au monde. Et puis là-dedans, il y a plusieurs chiffres dont on va discuter aujourd'hui. Le premier, peut-être, c'est quand même assez significatif. C'est vraiment le premier chiffre qui est dans leur étude. On mettra le lien vers cette étude qui a été publiée en anglais, hein, dans les notes de cet épisode. Donc le premier chiffre, c'est un athlète sur 5, donc 20% ont eu des problèmes de motivation suite à cette pandémie pour continuer à s'entraîner malgré l'absence de compétition, l'annulation de compétition, le report de compétition. Et donc, plus d'objectifs à distance visible, on dira. Donc, peut-être avant de parler de ces 20% de personnes qui ont rencontré des problèmes à se motiver, Marc, est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est que la motivation pour un sportif d'endurance ? Alors, si on donnait une définition de la motivation, ce serait essentiellement avoir un objectif, décider de faire un effort pour atteindre cet objectif et arriver à persévérer dans cet effort jusqu'à ce que le but soit atteint. Donc, je suis pas trop étonné par les résultats de l'étude que tu viens de nous donner. Pourquoi ? Parce que principalement, pour les athlètes, l'objectif, c'est la compétition. Et donc, si on leur enlève la compétition, on leur enlève l'objectif. Et si on leur enlève l'objectif, quelque part, on leur enlève la motivation. Ouais, effectivement. Moi, j'ai pu vivre ça 2 fois de manière assez violente cette année. La première, c'est une préparation Ironman qui a commencé, tout le monde le sait parce qu'on a publié plusieurs épisodes spécifiques par rapport à cette préparation qui a commencé à battre de l'aile. Et puis finalement, l'objectif a été annulé en début d'année. Et puis ensuite, au cœur de l'été, en tout cas ici en Suisse, la situation est devenue bien meilleure au niveau du plan sanitaire. Et puis, le marathon de Lausanne, qui devait avoir lieu en octobre, a d'abord, dans un premier temps, été maintenu avec des restrictions. Il y avait moins de participants, le départ devait se faire par vague, etc. Enfin, voilà, c'était adapté, mais a priori, il tenait bon. Et plus on allait vers cette date d'octobre, plus les signaux étaient ouverts sur l'ouverture de cette course. Et c'est que mi-octobre que la situation a recommencé à se dégrader et que la préparation qui était presque à bout touchant, hein, de mon marathon, et bien finalement s'est vue soldée par un échec 3 jours avant la compétition.
la course a été annulée. Donc voilà. Bon, au moins, j'aurais eu la motivation de m'entraîner quasiment toute ma séance de préparation, enfin mon plan de préparation marathon, mais l'objectif est quand même tombé. Et c'est vrai que quand on a l'objectif qui tombe, c'est quand même bien évidemment que dans la vie, il y a des choses plus graves que le sport, surtout quand on est un sportif amateur. Mais voilà, l'objectif qui tombe, c'est quand même le monde qui s'écroule. Et puis, c'est vrai qu'on cherche une raison de continuer à retourner et s'entraîner. On n'en trouve pas forcément. Donc voilà, moi aussi, je comprends ces 20% de sportifs. Ça peut paraître peu même par rapport aux conditions qu'on a vécues. On rappelle que l'étude, elle est mondiale, donc peut-être que tout le monde n'a pas été touché de la même manière, mais 20%, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu. Tu l'as dit, c'est des chiffres qui n'étonnent pas vraiment. Moi, juste peut-être pour compléter, tu vois, tu le sais, j'anime aussi un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, dans lequel j'interviewe des sportives ou des sportifs de haut niveau pour parler justement des mécanismes qu'ils mettent en place pour financer leur carrière. Et notamment deux sportives que j'avais interviewées en début 2020, donc avant la pandémie, qui sont une karatéka et une spécialiste du 4x400 mètres. Ont mis un terme à leur carrière alors même que elles devaient se présenter au JO de Tokyo 2020, mais elles n'ont ni les capacités financières ni eu visiblement la motivation pour aller jusqu'à Tokyo 2021 pour autant qu'ils soient maintenus encore une fois. Donc effectivement, ces chiffres de 20% ne m'étonnent qu'à moitié. Tu l'as dit, ça peut paraître beaucoup. Moi, je trouve que c'est peut-être encore un peu faible. En tout cas, on parle de 20% au niveau des athlètes d'endurance professionnels, enfin des athlètes professionnels d'endurance. Peut-être que si on regardait du côté des amateurs, on serait à un niveau plus élevé encore. Mmh. Je pense aussi. Je pense qu'au niveau des athlètes amateurs, on est sur un niveau plus élevé. Ouais, très probablement. Alors maintenant, un sportif professionnel, les Jeux Olympiques, en plus c'est tombé une année olympique, pour un sportif professionnel, c'est vraiment l'objectif d'une vie, probablement, les Jeux Olympiques. On connaît des athlètes qui ont participé à de multiples Olympiades, mais la majorité ne participe qu'à une seule édition des Jeux Olympiques. Et c'est vraiment l'objectif de leur carrière. Et quand ça tombe, c'est sûr que c'est une chute de motivation très, très importante. Maintenant, c'est vrai que souvent, les sportifs amateurs utilisent le sport comme exutoire à la pression qu'ils subissent au jour le jour, à la pression du travail, de la vie familiale, probablement tous les autres soucis qu'on peut avoir dans la vie. Et puis, le nombre de soucis et de problèmes se sont accentués cette année pour la plupart des gens par rapport à l'incertitude de la situation, par rapport à des états financiers, de sécurité du travail. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont entrées en ligne de compte. Et puis, s'il n'y a plus cet exutoire, eh ben, la santé mentale, on va dire tout simplement, l'équilibre de vie, eh ben, il y a tout ça qui s'écroule. Marc, on parlait en off, juste avant de préparer cet épisode, d'une différence très importante que tu soulignais par rapport à la motivation sportive qui est vraiment dans le domaine de compétences d'un coach mental, donc par rapport à toi, ce que tu proposes. Et puis quand tout à coup, on voit que la pandémie, l'absence de sport commence à induire une dépression, et alors là, c'est plus vraiment du domaine de compétences du spécialiste de coaching mental sportif que tu es, mais par contre, là, ça relève d'autres domaines. Oui, tout à fait. C'est une des limites de la préparation mentale et du coaching en général. C'est qu'à partir du moment où on commence à cibler que le client, le sportif présente des pathologies plutôt médicales, type état dépressif, voilà ce genre de choses. Ou alors, typiquement, ce qui peut arriver chez les sportifs, ça peut être le sportif qui se fixe comme objectif la perte de poids. Typiquement sur un sport avec des pesées, comme des sports de combat. Et on sent que petit à petit, le sportif glisse vers des maladies du type anorexie ou ce genre de choses. Là, tout de suite, on oriente le sportif vers un spécialiste parce qu'on n'est plus dans le ressort de la préparation mentale. Mmh. Et puis, dans cette étude de Strava, on le voit donc toujours chez les athlètes professionnels. Avant la pandémie de Covid-19, on voit que moins de 4% des athlètes ont déclaré avoir été un peu déprimés ou avoir l'esprit un petit peu en berne
au cours de la semaine. Et puis, cette proportion qui était de 4% environ est passée à 22,5% pendant le Covid. On voit que c'est une augmentation de presque 6 fois pendant cette période-là. Donc, ça a clairement eu un gros impact, non seulement sur la motivation, mais aussi sur la santé mentale, ou en tout cas l'état dépressif des sportifs. Tout à fait. Ouais. Et la nervosité, l'anxiosité des sportifs a également augmenté. On voit que l'incertitude probablement par rapport à ces objectifs et puis à cette motivation, parce que le fait qu'on annule une compétition pour des raisons de pandémie et de santé, je pense que c'est compris par la plupart des sportifs, mais ce qui est plus difficile à accepter, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver des objectifs. Comme le disait Hermano, il y a des sportifs olympiques actuellement qui s'entraînent pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Mais est-ce que la motivation, là, elle est au beau fixe, sachant qu'on n'a pas la certitude que ces Jeux olympiques auront lieu à l'été 2021? Donc, si aujourd'hui, tu avais un athlète qui se préparait pour ces Jeux olympiques que tu coaches, Marc, qu'est-ce que seraient tes conseils, sachant qu'il y a toujours cette incertitude? Est-ce que c'est entraîne-toi à fond, ou est-ce que c'est planifie ton entraînement de manière modulaire à pas te cramer, ou est-ce qu'il y aurait des choses plus spécifiques que tu conseillerais? Alors pour un athlète qui préparerait les Jeux Olympiques, il y a quand même une date qui a été fixée. Moi, jusqu'à ce que la date soit annulée ou reportée, je lui conseillerais de partir sur l'hypothèse que son objectif est réel, que les Jeux vont avoir lieu, et de se rapprocher de son préparateur physique pour orienter toute sa préparation physique sur le fait que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, de préparer toute sa préparation mentale sur le fait que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, parce que c'est une date qui a quand même été officialisée, et sauf si la situation change, ils auront lieu. Voilà. Par contre, mon discours serait totalement différent sur un athlète qui prépare une compétition où il n'y a aucune certitude et qui potentiellement va être annulée. Là, je lui dirais, écoute, fixe-toi des objectifs qui ne sont pas en lien avec cette compétition. Donc, c'est des objectifs qui viseraient typiquement une performance à l'entraînement. Par exemple, je vise maintenant, en tant que coureur à pied, de pouvoir courir un 10 km en 42 minutes d'ici le mois d'avril, même s'il n'y a pas de compétition officielle pour le valider. Ça pourrait être ça, ça pourrait être de l'ordre du défi personnel. Alors, je vais peut-être rentrer un peu plus en détail, parce que j'ai donné tout à l'heure une définition de la motivation. On va peut-être aller un peu plus dans le détail pour que les auditeurs comprennent bien. Alors, on va parler de la théorie de l'autodétermination. Alors, je vais essayer de le vulgariser pour que ce soit clair pour tout le monde. On peut diviser la motivation en trois motivations distinctes. Il y a la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que là, dans ce type de motivation, et c'est la plus forte dans l'autodétermination, c'est quand le sport est réalisé pour lui-même et pour le plaisir qu'on en retire. Typiquement, ça va être le sportif, le trailer, qui va vous dire moi je pratique le trail parce que moi j'ai une valeur liberté qui est très très forte, j'adore la nature, et quand je cours en trail, ben voilà, je me sens libre, je suis dans la nature, donc ça colle tout à fait à ce que je fais. Lui, vous lui ferez courir 100 km, il y a pas de souci, hein, il est complètement aligné avec ses valeurs, l'effort il va le fournir sans problème. Il y a la motivation extrinsèque. Donc ça, c'est la motivation qui est plus liée au fait de recevoir une récompense ou alors d'éviter une punition. Ça va être par exemple l'athlète qui va dire moi je publie par exemple mes résultats sur Strava. Et quelque part, le fait de publier ses résultats sur Strava, déjà on fait partie d'une communauté, les gens sont fiers de nous, donc on a une fierté personnelle qui augmente. Ou alors, quand je parlais d'éviter une punition, ça va être l'athlète qui est suivi par un coach et qui se dit je vais faire mes 20 fois 30-30 parce que de toute façon ce soir je dois faire mon compte rendu à mon coach, et si j'en ai fait que 10, mon coach il va me dire quelque chose. Donc j'ai un peu peur du coach.
Et enfin, il y a la dernière catégorie, et ça, c'est la motivation, et c'est l'absence de motivation intrinsèque ou extrinsèque. Et ça rejoint complètement le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est ce que rencontrent la plupart des sportifs. En fait, c'est souvent lié à un état où tout est hors de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas du trailer, il adore courir dans la nature, être en liberté. On lui dit, non, tu dois être enfermé chez toi. Le deuxième qui adore le phénomène d'être en groupe, ce genre de choses, on lui dit, non, maintenant tu dois courir tout seul. Du coup, le sportif, il n'a plus de repères, en fait. Et quelque part, il y a une perte progressive de l'envie parce qu'il s'accroche à ce qu'il faisait avant. Et ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, on a beaucoup parlé déjà dans cet épisode de sportifs qui ont vu leurs objectifs tomber les uns après les autres. Mais par contre, on n'a pas encore évoqué les sportifs qui ont dû carrément complètement arrêter leur pratique à cause d'infrastructures qui ont été fermées. On parlait tout à l'heure, un triathlète fait de la natation, du cyclisme et de la course à pied. A priori, dans la plupart des cas, il était possible de s'entraîner en course à pied, parfois dans des conditions un petit peu restreintes. Il était possible de s'entraîner à vélo dans des conditions restreintes, ou en tout cas de continuer la pratique sur home trainer lorsque les restrictions étaient importantes. Par contre, on voit que la natation, elle a été complètement fermée pendant plusieurs mois, et actuellement, au moment où on enregistre cet épisode, en tout cas chez moi, les piscines sont entièrement fermées. Il n'y a pas moyen de nager parce que la natation en eau libre actuellement, vu les températures qu'il fait par chez nous, en tout cas, c'est plus possible. C'est un peu compliqué. C'est ça. Non, ça c'est une question de motivation, Greg, justement, parce que moi j'y vais faire de la natation en eau libre tous les dimanches. Ouais, mais bon, après, encore faut-il avoir accès à un plan d'eau, avoir le droit de s'y rendre, avoir la possibilité d'avoir l'équipement qui permet d'être en combi sèche ou quasiment pour pouvoir nager dans ces conditions. Donc voilà, on va partir du principe que le nageur, lui, s'il fait que de la natation, actuellement, il est carrément privé de sa pratique sportive. Donc ça aussi, ça a un impact psychologique important pour les personnes, où on peut penser aussi aux adeptes de salles de sport qui s'entraînent très régulièrement en salle de sport, qui en sont aujourd'hui privés. C'est vraiment un impact très très important sur leur équilibre de vie. Tout à fait. Moi, ce que j'ai pu voir par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la pratique des sportifs que je suis, c'est que quand même il y a des choses qui se sont faites pour que les sportifs puissent continuer. Je pense par exemple à tout ce qui est compétition virtuelle. En course à pied, compétition virtuelle sur Zwift, sur ce genre d'outils en vélo. Voilà, il y a énormément de choses qui se sont faites pour que les sportifs essayent de garder une motivation, pour que les sportifs puissent quand même enfiler un dossard. Il y a une sportive, alors j'ai plus le nom en tête, je pourrais le retrouver et te le donner en off, Grégory, mais il y a une sportive qui avait donné une phrase que j'aime beaucoup, qui disait pour un sportif, en fait, la compétition, c'est la récompense. Ouais. Tout l'effort est à l'entraînement et en fait le fait d'arriver en compétition, c'est déjà la récompense de tout l'effort qui a été accompli. Et clairement, c'est ça. Finalement, est-ce qu'on continue à faire l'effort lorsque l'on n'a plus la récompense ? Pas forcément. Et donc tous ces outils qu'on a comme Strava qui nous donnent des coms, comme les compétitions virtuelles, sont aussi des outils qui permettent aux sportifs de donner un sens à leur pratique et d'obtenir la récompense de tous les efforts. Alors, est-ce qu'on est vraiment certain que tous ces outils-là nous ont aidés pour notre motivation, ou c'est aussi parce que c'est finalement leur business model et ça les aide bien qu'on reste motivé ? Oui. C'est leur business model, c'est sûr. Ils ont tout intérêt à ce qu'on utilise leur plateforme pour s'entraîner à vélo. Alors les courses, moi personnellement, par exemple, j'ai participé à une course virtuelle. C'était des dons pour les enfants malades à l'hôpital. Enfin voilà, c'était à but caritatif. Mais je pense que l'important, c'est quelque part que par exemple dans mon cas, il y avait le côté ça colle avec une de mes valeurs, donc je suis en plein dans les motivations intrinsèques.
Il y a la fierté d'avoir affiché d'avoir mis un dossard, de pouvoir afficher son temps. Donc on est bon aussi au niveau de la motivation extrinsèque. Et quelque part, ça donne envie d'aller courir, envie d'aller s'entraîner, quoi. Ouais, effectivement. Mais tous ces outils technologiques, ils nous ont quand même, comme tu l'as dit au début, aidé à trouver de la motivation. Et je pense que en même temps, pour eux, ça a été une certaine aubaine. En tout cas, je pense là à l'application Zwift ou d'autres qui permettent de réaliser des courses de cyclisme virtuel, qui commençaient vraiment à adresser le marché grand public des cyclistes pour leur préparation hivernale. Entre guillemets, pour eux, ça pouvait pas mieux tomber cette pandémie parce que ils ont fait un succès fou du fait des confinements et autres ruées sur les home trainers. On a vu que pendant la période du printemps, lors du premier confinement, la plupart des modèles de home trainer étaient en rupture de stock parce que les cyclistes se sont dit si je veux continuer à m'entraîner, c'est le seul moyen que j'aurai. Et puis il y avait des ruptures de stock là-dessus. On imagine qu'une grande partie se sont aussi intéressés aux applications de cyclisme virtuel pour trouver de la motivation et puis de pouvoir virtuellement continuer à rouler en peloton. Et donc voilà, ça nous a donné une motivation pour les cyclistes qui pouvaient continuer d'une certaine mesure leur entraînement en intérieur. Dans l'étude de Strava, je vois une autre chose qui est un petit peu contradictoire avec ce dont on a discuté jusqu'à maintenant, c'est que les athlètes professionnels, jusque-là, on a vu qu'il y avait une perte de motivation, peut-être aussi de l'incertitude par rapport à leur carrière professionnelle, parce que certains ont vu des sponsors les lâcher, ont vu peut-être même des remises en cause de leur carrière professionnelle, mais en même temps, on voit que 17% des athlètes ont augmenté l'intensité de leur entraînement pendant la partie confinement et la partie pandémique. 31% ont augmenté le volume d'entraînement. Et puis, en moyenne, sur Strava, on voyait qu'il y avait environ 92 minutes, donc 92 minutes d'entraînement par jour en moyenne chez les athlètes pros avant le confinement. Et puis, pendant la période Covid, on est passé à 103 minutes, donc une augmentation de 11 minutes par jour en moyenne. Donc, moins de motivation, mais plus d'entraînement. Comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça ? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Je dirais même que c'est plutôt négatif. Disons que, en fait, c'est tout simplement lié au manque d'objectifs et au manque de stratégie vis-à-vis de cet objectif. On le retrouve d'habitude plutôt chez le sportif amateur qui se dit moi j'aimerais bien courir mon 10 km, voilà, il débute dans le sport, il se dit voilà, mon objectif c'est de courir mon 10 km en moins de 50 minutes et il va se faire un programme d'entraînement. Il va suivre son programme d'entraînement et puis au bout d'un moment il va commencer à se sentir bien et il va essayer d'en faire plus. Et en fait, le fait d'en faire plus, on sort de la stratégie et finalement, la crainte, c'est de ne pas arriver à l'objectif parce qu'au bout d'un moment, on va se dégoûter parce qu'on en a fait trop ou alors, voilà, on va se dire j'en ai fait plus hier, donc je peux en faire moins aujourd'hui. Et normalement, quand on a un objectif clair et que vis-à-vis de cet objectif, on a mis en place une stratégie, on se tient à la stratégie. Et je pense qu'en fait, là, les sportifs en ont fait plus parce qu'il manquait de stratégie. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aussi, c'est que pour beaucoup de sportifs de haut niveau, comme ceux qui ont participé à l'enquête Strava, on leur a enlevé tous les voyages qu'ils avaient pour les compétitions, tout ce genre de choses, et ils avaient énormément de temps. Ouais, effectivement. Donc et donc ils ont comblé le temps. Une aussi. raison très terre à terre. Ils avaient peut-être moins de sollicitations par rapport aux sponsors, par rapport à des events pour lesquels ils sont souvent engagés au cours de l'année, et puis moins de déplacements, et donc du coup effectivement plus de temps, et donc ce temps est mis à contribution à l'entraînement. Mais il y a aussi le facteur stratégie, hein. Le fait de ne pas avoir de stratégie quelque part. On en fait plus parce que les choses ne sont pas guidées par un fil conducteur en fait. Est-ce que tu veux dire par ailleurs que dans cette première partie de réponse que l'athlète professionnel dans ce cas-là, ou voire même les athlètes amateurs, puisque tu disais que c'est des comportements qu'on retrouve plutôt chez les athlètes amateurs, ça va être un peu le phénomène de la compensation
comme je sais pas trop où je vais, mais que j'ai plus ou moins un objectif qui est plus ou moins vague, il va falloir que je mette la dose maximale et puis que je compense finalement ce que j'aurais peut-être fait autrement si j'avais eu un vrai plan d'entraînement avec un vrai objectif, avec une vraie stratégie, pour reprendre tes mots. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on met en place une stratégie, quand on a un objectif clair, qu'en face de cet objectif, on a mis en place une stratégie, après, il faut avoir de la discipline vis-à-vis de cette stratégie. Et la discipline, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il y a un entraînement à faire, même si c'est un entraînement dur, fractionné ou autre, il faut aller le faire. Par contre, quand c'est un jour de repos, il faut se reposer. Et en fait, quand on n'a plus d'objectifs, quand on n'a plus de stratégie, on commence à faire un peu n'importe quoi, à en faire trop. Alors, il y a un point qu'on voit pas effectivement dans cette étude de Strava, puisque Strava s'est concentré vraiment sur la santé mentale, on va dire, enfin plutôt sur la motivation des athlètes. Je me demande quand même si cette modification de la charge d'entraînement, aussi bien en compensant, donc en faisant un peu plus, voire des fois en faisant un peu moins, et puis le lendemain en repartant pour en refaire plus, ça n'a pas eu un impact justement sur le physique des athlètes. Est-ce qu'il n'y a pas eu plus de blessures que en temps normal, que hors pandémie? Je sais pas si vous avez des infos là-dessus, messieurs. Alors en termes de blessures, alors moi j'ai pas trop d'infos par rapport aux sportifs que je suis. En tout cas, je n'ai pas eu de sportif qui s'est blessé. Pour suivre régulièrement le sport, aussi bien dans les journaux qu'à la télévision, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une recrudescence des blessures au moment de la reprise. On a entendu pas mal de sportifs qui, quand les compétitions ont repris, se sont blessés. Je pense que on peut mettre énormément d'intensité à l'entraînement, mais sur les sports ou notamment les sports de contact. Là, je sors des sports d'endurance. Je pense particulièrement sport de combat, tout ce qui est foot, hand, ce genre de sport. Les contacts, quand on a perdu l'habitude d'avoir des contacts, très vite, ça peut amener des blessures. Ouais, pour ajouter à ça, donc pas spécifiquement dans les sports d'endurance dont on traite en général, mais dans les sports d'équipe, prenons l'exemple du foot, on voit que les règles lors de la reprise des championnats de foot ont légèrement évolué pour permettre une reprise en conditions, et donc le nombre de changements par exemple de joueurs pendant un match a été augmenté, et puis on a vu des équipes qui faisaient beaucoup plus tourner leur effectif que d'habitude. Alors d'une part parce qu'il fallait mettre un championnat qui dure d'habitude 8 mois sur une période beaucoup plus courte, mais aussi parce que les athlètes se sont entraînés comme ils pouvaient individuellement pendant la période de pandémie et de confinement, et quand les entraînements de club ont repris et puis la compétition a repris, le rythme a changé et puis le nombre de blessures a, semble-t-il, augmenté. Et donc voilà. Par contre, dans d'autres sports, là je pense particulièrement au cyclisme, avec ce Tour de France très particulier cette année qui a eu lieu non pas au mois de juillet comme d'habitude, mais sur le mois de septembre. J'ai pas constaté de blessures particulières. On a vu que les performances étaient largement à la hauteur d'un Tour de France habituel, voire même peut-être un peu meilleur. Et donc du coup, sur le sport d'endurance du sportif qui s'entraîne plus facilement tout seul, j'ai moins vu cette différence-là. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'aspect contact, sport de contact où il y a des impacts. Entraîner l'endurance, bon voilà, on l'a vu, il y a des home trainers, il y a énormément de sportifs aussi, notamment des équipes du Tour de France qui sont allés s'entraîner à des endroits où les coureurs avaient le droit de rouler. Voilà, pour les footballeurs, c'est plus compliqué. Le footballeur qui a passé 3-4 mois uniquement à faire de la préparation physique, physiquement il sera en forme. Par contre, quand l'adversaire va lui faire un tacle assassin, les chevilles n'auront plus l'habitude, quoi. Ouais, ça peut presque être le cas pour les triathlètes aussi, parce que je vous rappelle le bouillon au départ d'une partie natation, on est presque dans le sport de contact.
Ouais, alors pour un athlète professionnel, en général, le bouillon est quand même beaucoup moins grand que pour les sportifs amateurs. Et puis c'est vrai que des C'est courses sûr. amateurs, il n'y en a pas eu beaucoup. En France, je crois que en ayant suivi un petit peu ce qui se passait au niveau de l'organisation de triathlon, j'ai vu qu'il y avait le demi-Ironman des Sables d'Olonne qui a eu lieu cet été. Et je crois que c'est vraiment une des seules manifestations, je dirais, de grande ampleur. Il y a eu des petits triathlons locaux apparemment qui ont eu lieu quand même dans le courant de l'été. Mais sinon, toutes les autres manifestations ont été annulées. Donc voilà, déjà, les sportifs amateurs n'ont pas eu l'occasion de beaucoup s'exprimer sur des courses en conditions réelles. Et puis maintenant, les normes de départ des triathlons ont quand même pas mal évolué. On n'est plus vraiment sur des gros mass start, en tout cas sur ces épreuves massives. Donc c'est vrai que ça cogne un petit peu moins dans l'eau. Et puis voilà. Mais en tous les cas, actuellement, l'entraînement en natation il est très compliqué. Ça me paraît difficile. Ouais. À part s'entraîner avec des élastiques, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Oui. Alors au niveau professionnel, alors les professionnels ont quand même des accès aux piscines. Ouais. Pour nager, pour s'entraîner. Après, c'est vrai que pour un nageur qui pratique la compétition, mais plus à un niveau départemental, enfin qui n'a pas le statut de sportif professionnel, c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué et voilà, il travaille sur d'autres domaines. Il travaille sur le renforcement musculaire spécifique à la natation. Il travaille sur l'alimentation, sur le gainage. Mais bon, c'est des choses qui vont lui permettre de revenir plus fort dans l'eau après. Ouais, alors c'est ce que je pense tous les triathlètes ou tous les nageurs espèrent, hein, c'est de pouvoir compenser ça actuellement avec les moyens du bord et puis de pouvoir retrouver les bassins le plus vite possible. Donc là, on entre un petit peu dans la stratégie d'entraînement plus de l'entraîneur physique par rapport à l'entraîneur mental. Mais si j'ai été privé de bassin en tant que nageur ou en tant que triathlète pendant de nombreux mois, au niveau mental, c'est sûr que quand je vais rentrer dans l'eau et que je vais nager mon premier 100 mètres, je vais me dire oulala, c'est la catastrophe. Et puis peut-être avoir de nouveau un coup au moral en plus. Enfin, il y aura bien évidemment le plaisir de retrouver l'environnement, mais de se dire bon bah avant je nageais 1 minute 24 au 100 mètres, maintenant je suis à 1 minute 42, c'est la catastrophe, comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que là aussi il y aurait des conseils à donner pour retrouver progressivement cette performance dans les sports qu'on n'a pas pu pratiquer pendant longtemps? Oui, alors l'idée ce serait de le préparer ce retour et en fait si on veut garder l'idée globale en fait c'est de ne pas subir la crise. C'est de ne pas subir la crise, c'est l'idée d'avoir une stratégie. Et par exemple, pour moi, c'est très bénéfique pour un nageur de sortir un peu des bassins, de faire autre chose, de se dire bon bah voilà, je peux courir 1 kilomètre autour de chez moi, je vais faire un peu de course à pied pour avoir de l'endurance, je vais m'entraîner un peu sur le home trainer, je vais faire du gainage et du renforcement musculaire spécifique à la natation. Et en fait, les nageurs, ils passent énormément de temps dans un bassin. Donc, au bout d'un moment, sortir un peu du bassin, ça leur casse leur routine. Ils perdent cette notion de plaisir qu'ils ont à nager. Et quand on les remet au bord de l'eau, ils ont faim, quoi. Ils ont qu'une envie, c'est de plonger et de faire des longueurs. Et ça, c'est très, très bénéfique. Par contre, d'un point de vue mental, il faut qu'ils se soient préparés au fait que la glisse soit peut-être un peu moins bonne, qu'ils mettent quelques semaines à retrouver leur niveau d'avant confinement. Mais même s'ils mettent 2, 3, 4 semaines, ça c'est plus de l'ordre des préparateurs physiques, mais même s'ils mettent un certain temps à retrouver leur niveau, au moment où ils vont retrouver ce niveau, toute la préparation spécifique qu'ils auront fait avant et qui fera partie de leur stratégie, elle va les aider et elle va les faire progresser. L'idée, c'est simplement d'arriver à se préparer mentalement. Alors, il y a quelque chose qu'on fait souvent en préparation mentale, c'est la visualisation. Voilà, d'arriver à faire de la visualisation et à se dire, maintenant, en période de confinement, quand je vais retourner dans le bassin, je nagerai moins vite, ma glisse sera moins bonne, mais j'aurai cette sensation de plaisir, je serai à nouveau en contact avec l'eau, et je saurai que physiquement, j'aurai le potentiel pour nager plus vite lorsque j'aurai repris tous les automatismes. Et à partir du moment où on a visualisé, où on s'est préparé psychologiquement à ça, on ne le subit pas quelque part. Et il n'y a plus que la notion de plaisir qui ressort.
Ouais, effectivement. Donc, il y aura le plaisir de retrouver la pratique sportive comme d'habitude. Donc, ça va déjà peser énormément du côté positif au niveau de la motivation et de l'aspect mental. Et puis, sinon, il faudra juste avoir un petit peu de patience pour retrouver son niveau, y aller étape par étape. On en parlait au niveau purement entraînement physique lors de cette saison. L'idée, c'est quand on reprend une activité qu'on n'a pas pu pratiquer pendant un certain temps, c'est de ne pas augmenter la charge de manière trop importante et puis de suivre la règle des 10% d'augmentation de charge chaque semaine pour pas engendrer une surcharge. Mais effectivement, je pense que pour la plupart des gens qui ont été privés de leur pratique sportive habituelle, déjà rien que de pouvoir la repratiquer, ce sera un grand bol d'air frais qu'on va retrouver. En tout cas, pour nous, ce sera pour les triathlètes, donc ce sera à l'ouverture des piscines. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que pour un nageur, personnellement, moi, je ne nage pas, mais je pense que pour un nageur qui, lui, pour le coup, à un niveau amateur, a complètement coupé avec sa pratique, voilà, les premières longueurs de bassin qu'il va faire, ça ne va être que du bonheur. Alors, effectivement, il y aura cette notion de je glisse moins bien qu'avant, je suis moins rapide, je suis moins à l'aise, mais s'il s'y est préparé, franchement, il n'y aura que la notion de plaisir qui va ressortir. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs qui vont retrouver une pratique sportive de plus en plus habituelle au cours des prochains mois, on l'espère en tout cas. Oui, tout à fait. Mais moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à faire des exercices simples de visualisation, en fait, pour s'entraîner pour entraîner leur mental au retour. Aussi bien le retour à la compétition, le retour à l'entraînement intensif, le retour dans les bassins pour les nageurs, pour vraiment arriver à ne faire ressortir que les éléments positifs. Voilà, pour que la notion de plaisir prenne le dessus et pour que quelque part, le cerveau ait déjà accepté le fait qu'il y ait certains éléments qui seront un peu moins bons à la reprise. Ouais, tout à fait. De pouvoir reprendre tout ça en ayant visualisé tout ça, ce sera un bon travail de fait déjà avant. Hermano, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, écoute, c'était plutôt pour la blague, mais dans la toute dernière phrase de l'étude de Strava, il nous parle de l'aspect physique que se trouvent les athlètes. Donc tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais, Marc, sur la visualisation, mais là c'est vraiment se visualiser au quotidien dans le miroir. L'étude de Strava met en avant que 47% des athlètes professionnels, on est encore sur les athlètes professionnels, reportaient qu'ils se sentaient plus fit, donc plus minces, plus musclés, enfin plus en forme pendant les restrictions du Covid. Est-ce que toi, c'est un point, Marc, que tu as vu avec les athlètes que tu entraînes, enfin que tu coaches mentalement, l'aspect physique? Est-ce que il y a certains des athlètes qui se sentaient peut-être un peu inquiets par rapport à leur forme physique, par rapport à leur aspect physique au début du confinement, qui ont réussi, avec qui tu as réussi à trouver des solutions pour que justement au-delà de l'entraînement physique, ils trouvent aussi leur place et qu'ils acceptent un peu leur situation de sportif confiné qui va peut-être pas pouvoir compenser l'apport calorique? Alors moi, la première chose que j'ai fait avec les sportifs, en fait, au moment du confinement, ça a été tout cet aspect. Ok, on réactualise l'objectif, on réactualise la stratégie et on se donne uniquement des objectifs sur lesquels on a une maîtrise. Voilà, donc tout ce qui est compétition, tout ça, on l'oublie et on garde la maîtrise. Et donc forcément, ce qui est venu naturellement de la part des sportifs, c'est tous les exercices de préparation physique, style gainage, ce genre de choses, l'alimentation et le repos. Et donc forcément, je suis pas étonné que les sportifs de haut niveau, et d'ailleurs ça doit se retrouver chez énormément de sportifs amateurs, disent maintenant je me sens beaucoup mieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des sportifs qui ont fait énormément de renforcement musculaire, donc voilà, physiquement il y a sans doute eu un amincissement, une tonification. Ce sont des sportifs qui ont fait attention à leur alimentation. Et ce sont des sportifs qui se sont reposés, et donc en se reposant, qui ont mieux assimilé l'entraînement, ce genre de choses. Donc techniquement, un sportif qui a bien réussi à réactualiser ses objectifs, quelque part, il va ressortir plus fort de ce confinement.
Est-ce que la compétition, donc l'objectif, la motivation est aussi à double tranchant pour un sportif? Elle lui met une certaine pression sur le fait de peut-être devoir s'entraîner plus que ce qu'il faudrait, peut-être d'éviter une journée de repos à la place d'un entraînement qu'on jugerait peut-être important de faire, même si on sait très bien que la récupération est importante. Et est-ce que du coup, l'annulation des compétitions et donc des objectifs a permis à certains sportifs de mieux s'entraîner en n'ayant pas cette pression? Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'entraînement et par rapport au fait d'avoir une stratégie et de s'y tenir. Là, on est dans le domaine on est dans la discipline. Un sportif, une fois qu'il a mis en place sa stratégie, il doit s'y tenir. Aussi bien dans l'effort, c'est-à-dire faire toutes les sorties qui sont difficiles, que dans le repos. Voilà. Et là, on est sur un paramètre qui va être la confiance dans la stratégie qu'on a établie. C'est-à-dire que la stratégie, on va la faire avec son préparateur mental ou on va la faire de manière personnelle. On va dire, voilà, moi je veux atteindre tel objectif. Par rapport à ça, on va avoir un préparateur physique qui va nous donner un certain nombre d'exercices. Si déjà on a un manque de confiance dans la stratégie qu'on a établie et un manque de confiance dans son coach ou son préparateur physique, tout de suite ça va coincer, on va être amené à en faire moins ou à en faire plus. Donc là on est vraiment dans le domaine de la discipline et de la confiance en la stratégie et en la personne qui nous met en place les exercices en lien avec cette stratégie. Ouais, donc effectivement, c'est peut-être aussi un bon moment maintenant qu'il n'y a pas d'objectifs, maintenant que, en tout cas, les objectifs ont lieu seulement à la saison 2021. On a une période où habituellement, c'est le moment où on fait un peu la pause et où on reprend une stratégie d'entraînement, de mettre tout ça à plat posément, de manière réfléchie, et puis en replanifiant tout ça. C'est ce que tu disais à l'instant. D'avoir déjà confiance dans le cheminement qu'on prévoit pour aller à son objectif et puis de croire en ça. Alors, soit en s'entourant de spécialistes comme toi pour la préparation mentale ou alors d'un coach sportif pour la partie planification des séances d'entraînement et puis de la partie physique, ou alors en posant à plat tout à fait individuellement les objectifs intermédiaires qui vont constituer cette saison 2021. Oui, clairement. Moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à ne pas oublier, lorsqu'on sera sorti de cette crise, à ne pas oublier tout ce qu'ils ont mis en place pendant la crise. Parce que tout ce qui est alimentation, repos, tout ce genre de choses, c'est des choses qu'il faut conserver une fois qu'on sera revenu à une pratique normale de notre activité sportive. Parce que en mettant en place tout ce genre de choses, on est vraiment dans une stratégie globale. Et on se rend compte que finalement ça nous aide parce que le jour où une compétition est annulée, le jour où on parle beaucoup de compétition parce que c'est le principal objectif des sportifs. Mais moi je fais le lien parce que ça se traite un peu de la même façon avec le sportif qui se blesse. Un sportif qui se blesse et qui ne peut plus pratiquer son activité physique. Souvent, c'est à ce moment-là que les sportifs se disent je vais peut-être aller voir un préparateur mental. Le préparateur mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement la même chose. Il va travailler avec eux sur vraiment leur raison d'être, pourquoi ils pratiquent ce sport. Vraiment, il va renforcer en fait leur fondation, leur base. Et il va les aider à définir une stratégie qui va leur permettre de garder la motivation sur des objectifs qu'ils peuvent tenir. Et donc ces objectifs, pareil, pour un sportif blessé, ça va être l'alimentation, ça va être le repos, ça va être tout ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va nous servir tout au long de notre carrière sportive. Effectivement, tirer profit de toute cette résilience dont on a fait preuve pendant cette année et puis de vraiment conserver tous ces aspects bénéfiques. Je pense que c'est un très bon conseil. On a probablement tous changé nos habitudes à un certain point et puis on a découvert que certaines pratiques sur lesquelles on pouvait plus se concentrer cette année seront des enseignements à conserver pour les saisons futures, quand la situation redeviendra à une certaine normalité au cours des mois qui arrivent. Oui, moi si je devais donner un conseil à tous les auditeurs, je leur dirais de toujours essayer de
garder ou de reprendre le contrôle sur leur motivation. Et finalement, c'est assez simple. Il suffit de mettre en place une stratégie avec des objectifs clairs et cohérents, et surtout ces objectifs de toujours les appuyer sur leur raison d'être. Il faut que tous les auditeurs, à un moment, profitent de cette pandémie pour se poser et se dire pourquoi est-ce que je fais du triathlon? Pourquoi est-ce que, je prends l'exemple d'Hermano, pourquoi est-ce que le dimanche matin, je vais plonger dans une eau à 10 degrés? Pourquoi est-ce que je fais ça? À 4 degrés, voilà. Raison de plus. Pourquoi est-ce que le dimanche matin, je vais plonger dans une eau à 4 degrés? Et le fait d'avoir trouvé cette raison d'être, ils auront leur motivation intrinsèque. Et là, dans l'autodétermination, ils seront costauds, quoi. Ils seront très forts. Et une fois qu'ils auront fait ça, de monter une stratégie en prenant en compte 3 points. Le premier, je sais où je veux aller. Donc clairement, des objectifs clairs. Le deuxième, je sais comment je veux y aller. Donc on a défini toutes les étapes pour pouvoir y aller. Et le troisième, j'organise et je gère mon temps pour y arriver. Voilà, donc on prend en compte tous nos domaines de vie, la vie familiale, la vie, voilà, on prend en compte tout ça. Et on gère. Moi, j'ai énormément de sportifs qui en fait, avaient une vie bien rythmée et qui savaient, bon, bah voilà, là, il y a le travail. Ensuite, quand je rentre du travail, je m'arrête et j'ai ma séance d'entraînement avec les copains. Et ensuite, je rentre à la maison. Et puis, maintenant, ils sont en télétravail. Et d'un seul coup, ben, au lieu de d'aller directement du travail vers la piste d'athlée, par exemple, ils doivent partir de la maison. Et en fait, ils ont du mal parce que ils n'ont pas fait cette gestion du temps. Et du coup, quelque part, ils ont le remords de quitter la famille, les enfants pour aller s'entraîner. Et tout ça, c'est très, très important parce que ça peut faire s'effondrer la motivation, en fait. Ouais, effectivement, ça a bousculé beaucoup de nos habitudes et il a fallu replanifier un petit peu. Je sais pas si Hermano, toi tu l'as senti dans ta pratique sportive, mais c'est vrai que il y a toujours une période d'adaptation dans laquelle il faut trouver ses marques quand on change, quand on passe du travail au bureau au télétravail, de savoir comment on va pratiquer. On se dit bon bah voilà, maintenant je vais gagner 1 heure et demie, 2 heures de transport que je vais pas faire par jour, et pourtant on n'a pas l'impression d'avoir plus de temps pour s'entraîner. En tout cas, les premiers jours, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et c'est vrai que après, il faut vraiment planifier ça. Et puis, en plus, avec les journées qui sont courtes en termes de luminosité, ces temps, c'est moins facile que la période du printemps. Mais finalement, on trouve ses marques et puis on arrive à continuer à s'entraîner dans de bonnes conditions. En tout cas, en ce qui concerne la course à pied pour moi actuellement. Et puis, bon, bah, le cyclisme, au vu des conditions météorologiques et puis des conditions sanitaires, c'est quand même beaucoup sur le home trainer. Mais voilà, j'arrive en tout cas à m'entraîner en course à pied à vélo. Ouais, moi, je voulais réagir sur 2 choses, sur ce que vous avez dit. Déjà, sur la partie confinement. Alors, nos auditeurs le savent, toi, tu es en Suisse, moi, je suis au Luxembourg. Bah, Marc, t'es en France. Donc, on a vécu un petit peu 3 confinements différents. On n'a pas été reconfinés au Luxembourg ou en Suisse comme vous l'avez été en France. Malgré tout, mon employeur tient à ce qu'on ait un semblant de confinement, donc on vient au bureau 1 semaine sur 4, enfin, on n'est pas sur les mêmes rythmes qu'une reprise à peu près normale. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que lors du premier confinement, d'un point de vue familial et peut-être même d'un point de vue personnel, on gérait ça d'une toute autre manière. Là, sur cette deuxième phase de confinement, de pandémie, c'est beaucoup plus difficile de trouver nos marques avec le boulot à la maison pour une partie, le congé ou pas congé pour l'autre partie, les enfants à ramener à l'école parce que pour le premier confinement les enfants étaient à la maison et là il faut les ramener à l'école, et puis placer dans tout ça du temps pour la famille et du temps pour l'entraînement. Bon, moi j'ai géré la chose, tu l'as dit Marc, se fixer un objectif, je me suis fixé un gros objectif pour 2022, donc voilà, ça a été ma façon de fixer ça, en espérant que d'ici là les conditions sanitaires s'améliorent, mais bon, ce sera un défi en solo, donc ça devrait aller. Mais voilà, il y avait déjà cette partie-là qui me faisait réagir, c'est le confinement a peut-être pas été vécu par tout le monde pareil, et surtout les confinements n'ont peut-être pas été vécus de la même manière par tout le monde, et je pense que la motivation a joué aussi dedans, enfin que la motivation s'en est trouvée impactée. Et puis
il y a pour suivre un petit peu le développement personnel, on dit souvent que la motivation c'est un bon starter, mais c'est pas ça qui va te faire atteindre tes objectifs, c'est plutôt la répétition. Qu'est-ce que t'en penses toi, Marc, en tant que coach mental? Est-ce que effectivement la motivation ça va bien t'aider dans un premier temps, mais après de toute façon il va falloir peut-être mettre en place alors tu l'as dit, des mécanismes, mais au-delà peut-être des simples mécanismes, vraiment la répétition de se rendre à l'entraînement, la répétition de trouver des habitudes. Alors Greg en parlait, hein, quand on est au bureau, et si on arrive à trouver le temps d'aller s'entraîner le midi, on a pris cette habitude de s'entraîner le midi, ou l'habitude de, comme tu disais Marc, quand tu rentres le soir, tu vas rejoindre les copains pour aller à l'entraînement, puis après tu rentres à la maison pour passer du temps en famille. Maintenant qu'il n'y a plus tout ça, est-ce que la motivation suffit à réussir à s'entraîner ou à atteindre un objectif? Alors sans la motivation, bon bah voilà, on n'a plus l'envie, donc on ne fait plus rien. Donc clairement, on a besoin de la motivation. Après, est-ce que la motivation suffit? Non, la motivation ne suffit pas. Effectivement, quand je donnais la définition de la motivation tout à l'heure, je disais avoir un objectif et décider de faire un effort pour l'atteindre. Et persévérer dans cet effort jusqu'à ce que le but soit atteint. Et là, dans ce que tu parles, on est dans cette dernière partie de la définition, c'est persévérer dans l'effort jusqu'à ce que le but soit atteint. Voilà. Et ça demande plusieurs choses. Ça demande de l'organisation, parce que si on ne s'organise pas, à un moment, j'ai pas planifié que mon entraînement était à 17h. À 17h, j'ai calé autre chose. Oh tant pis, cette autre chose c'est important, donc je le fais, et puis l'entraînement je le reporterai demain, et puis voilà. Et puis après, une fois qu'on a dérapé, une fois, deux fois, c'est fini quoi. C'est un peu, c'est exactement, c'est un peu comme le petit pot d'Agendas dans le frigo quoi. Une fois qu'on en a ouvert un, c'est fini, la boîte elle est vide quoi. Donc voilà, non, il faut planifier, et derrière cette planification, il faut mettre de la discipline. C'est-à-dire que planifier c'est une chose, mais ensuite cette planification, il faut s'y tenir. Voilà, et ne pas oublier que la motivation, c'est parvenir à un objectif, et que pour parvenir à cet objectif, il faut maintenir l'effort dans la durée. Et ça, comme tu le disais, c'est très très important, cette notion de durée. Et puis une bonne planification, hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, une bonne planification avec en intégrant tout ce qui concerne non seulement l'entraînement sportif en tant que tel, mais également tous les petits à côté, en ménageant du temps pour sa récupération, pour des séances de préparation physique générale, et puis balancer tout ça encore avec une bonne alimentation. Et puis c'est maintenant qu'on prépare les succès qui auront lieu en 2021. Oui, c'est ça. Et puis si je peux encore me permettre de donner 2-3 petits conseils, ce serait quand on s'est fixé un objectif global, c'est quelque part d'y mettre des steps. Parce que voilà, c'est toujours ça aide toujours à la motivation de se dire quelque part, mon objectif, je suis sur le chemin pour l'atteindre, parce qu'on réussit petit à petit à franchir nos différentes steps. Et ça aide beaucoup de découper un objectif en plusieurs sous-objectifs. Et puis surtout, la chose importante, même je dirais essentielle pour moi, c'est de ne jamais oublier de mettre du plaisir dans nos objectifs et dans notre stratégie. C'est-à-dire qu'il y a une expression qu'utilise une expression anglaise qu'utilisent toujours tous les sportifs, c'est no pain no gain. Et moi je dirais qu'il faut pas oublier que no pleasure no gain. No fun no gain. Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment il faut se faire plaisir, parce qu'on peut pas passer des années à faire quelque chose que l'on n'aime pas quoi. Enfin, il faut à un moment mettre du fun dans tout ce qu'on fait quoi. Ouais. Donc n'oubliez pas dans votre stratégie pour atteindre votre objectif, de toujours mettre du fun. Ouais, c'est ce que je répète depuis très longtemps, hein, en tout cas pour les sportifs amateurs, donc non professionnels, qui ne vivent pas de ça et dont je fais partie. C'est que le jour où il n'y a plus de plaisir, il n'y aura plus de sport de compétition, tout simplement parce que j'ai aucun intérêt à rajouter une contrainte supplémentaire dans ma vie autour de toutes celles qu'on subit toutes et tous au quotidien. Si c'est une passion, si c'est un plaisir, ça doit rester ça, et ça ne doit pas devenir une contrainte supplémentaire, parce que du coup l'objectif
là, il serait pas atteint, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà. No fun, no gain. Je pense que c'est une très très bonne expression pour conclure cet épisode et cette saison. Hermano, je crois qu'on a prévu encore un dernier épisode pour conclure tous les deux cette saison 2 et puis parler un tout petit peu de la troisième saison qui va arriver avant de vraiment laisser nos auditeurs pour les fêtes de fin d'année. Mais voilà, on a vu plein de choses en cette saison 2 et puis on se réjouit déjà d'aborder tous les nouveaux sujets dont on pourra discuter dans cette saison 3. Oui, tout à fait. Hein. On avait prévu de finir la saison et en introduction, j'ai dit qu'aujourd'hui c'était le dernier épisode de la saison régulière puisque, eh bien, comme en saison 1, on finira sur un espèce de hors-série, toi et moi, Greg, où on fera un petit peu le bilan de la saison 2, de cette saison 2020 ou saison 2. Bon, bref, on va s'arrêter là. Marc, peut-être, tu nous as fait déjà quelques belles conclusions pour cet épisode, mais juste pour terminer, où est-ce que l'on peut te retrouver? Comment est-ce que l'on peut rentrer en contact avec toi si nos auditrices, nos auditeurs adorés, chéris, eh bien, veulent en savoir plus sur la préparation mentale, sur le coaching mental, sur tes prestations et peut-être prendre en main d'une autre manière ou d'une manière complémentaire leur entraînement? Alors, on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Soit MRC Coaching, soit tout simplement Marc Moueza. Donc Instagram, Facebook, sur mon site internet aussi. Donc je donnerai l'adresse à Grégory pour qu'il le mette dans le résumé. Vous l'aurez sur le résumé. Voilà, et puis j'ai un projet qui est en cours et qui va donc prendre naissance début d'année 2021. C'est un projet en fait qui va, je l'espère, permettre de démocratiser la pratique de la préparation mentale en France. Voilà, je vous en dis pas plus, je fais un peu de teasing, ça va arriver très très vite. Et voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde trouvera de l'intérêt dans la préparation mentale et que c'est une pratique qui va se démocratiser tout simplement parce qu'il y a vraiment un avantage, c'est vraiment ce qui fait la différence au niveau des performances sportives. Ouais. Voilà, puis je profite de ce petit mot de la fin pour souhaiter à tous les auditeurs de très belles fêtes de fin d'année et puis j'espère que 2021 sera une belle année et qu'on aura l'occasion de se retrouver. Écoute, ce sera avec plaisir, peut-être pour venir parler dans la saison 3 du podcast de ton projet s'il se développe au cours de l'année prochaine. Nous, on t'accueille avec grand plaisir pour un nouvel épisode pour en parler plus précisément. Et puis, on rappellera à nos auditeurs qui sont intéressés par la préparation mentale, qu'on a enregistré un épisode en hors-série quand on enregistrait sur la préparation Ironman que mon club de triathlon et moi devions affronter cet été. Eh bien, on a enregistré un épisode avec toi qui traite en particulier de cette thématique. Donc, ils retrouvent ça dans les épisodes de hors-série qu'on a enregistrés pour cette deuxième saison. Voilà, c'est un véritable plaisir de rediscuter avec toi de cette année si particulière autour de cette pandémie de Covid. Et puis, merci Hermano d'avoir aussi joint la discussion aujourd'hui. Hermano qui est un petit peu l'épreuve de nos invités par rapport à leur concentration quand ils sont en train d'expliquer des choses, parce que les gens ne le voient pas, parce que le podcast c'est un média audio, mais par contre nous on a la vidéo à travers notre Skype, et Hermano il se passe tout le temps quelque chose chez lui qui est là pour perturber nos invités. Aujourd'hui Marc a été imperturbable, mais chez Hermano voilà, il a fallu prendre Junior sur les genoux pour la fin de cet épisode du podcast, mais voilà, notre invité est resté imperturbable. En tout cas, merci à toi Greg pour avoir mené ce débat comme un chef. Merci à toi Marc pour t'être joint à nous pour ce dernier épisode de la saison régulière du podcast. Comme l'a dit Greg, on espère te retrouver en saison 3, peut-être une ou deux fois, une fois pour reparler d'un sujet propre à la préparation mentale et puis une dernière fois pour parler effectivement de ton projet. J'ai hâte d'en savoir plus. Tu as été trop secret, il va falloir que tu nous en dises plus. Avec grand plaisir. C'était un plaisir messieurs, merci beaucoup pour cet épisode et puis Hermano, on se retrouve dans 2 semaines pour conclure cette deuxième saison du podcast. Ça marche, à dans 15 jours.